Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission consacrée à un entretien avec un invité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir l'ancien ministre de la Communication et de la Réconciliation nationale de la République centrafricaine. Il a été ministre en 2014 à 32 ans. Il a la quarantaine aujourd'hui et il est de passage à Ouagadougou dans le cadre de la promotion d'un livre qu'il a écrit sur l'intervention de Vladimir Poutine sur le continent africain. On en reparlera tout à l'heure. Le ministre Adrien Poussou est avec nous. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Bienvenue sur le plateau de l'émission le Grand Déballage. Pour ceux qui nous regardent à Ouagadougou, à Bangui, comment vous allez côté santé et famille? Tout va bien, merci. Je rends grâce à Dieu. Vous êtes au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Alors, Absolument. Chaque fois quand vous mettez pied au Faso, quel est le sentiment qui vous anime? Chaque fois que j'arrive au Burkina Faso, je pense à Thomas Sankara. Oui. Et je pense également aux soldats burkinabés qui avaient été déployés dans le cadre de la mission de surveillance des accords de Bangui, la MISAB à l'époque, et qui sont tombés pour que la paix et la sécurité reviennent dans mon pays. Malheureusement, malgré ce sacrifice, le pays est toujours tourmenté. Donc, c'est à ces hommes et ces femmes que vont mes pensées, premièrement. Donc, c'est le sentiment qui m'anime souvent. Et puis, oui. Je me revendique panafricain. Panafricain convaincu, incorrigible. Le Burkina Faso, terre de Thomas Sankara, devait être notre Mecque, avec le Ghana de Kwame Nkrumah. Un site de pèlerinage, un site dans lequel il faut impérativement venir se ressourcer. Absolument. Oui. Il faut venir se ressourcer ici. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tenu, mais vraiment j'ai tenu à présenter cet ouvrage pour la première fois au Burkina Faso. Symboliquement, ça a un sens fort pour moi, surtout dans le contexte actuel où il y a des débats, hein. C'est vrai, on en reparlera tout à l'heure. Mais je voudrais faire une dernière escale sur le cas Thomas Sankara. Ouais. Alors, vous, quand vous parlez de Thomas Sankara, quelle est l'image que vous retenez en Centrafrique de l'homme? Vous savez, je vais d'ailleurs vous surprendre en vous racontant ça. Quand j'étais enfant, je croyais que Thomas Sankara était centrafricain. Ah oui? Absolument, puisque dans le quartier où je vivais, il y a un certain nombre de personnes qui s'appelaient Thomas Sankara. Et on a même... Là, nous sommes en Centrafrique. Hein, on est en Centrafrique, absolument. Oui. Il y a même une expression populaire qui signifie Sankara, pour dire, tu me négliges. Pourquoi tu me négliges? Tu fais peu de cas de ce que je te dis, parce que Sankara faisait peu de cas des pressions extérieures, faisait peu de cas en tout cas, il était contre les ingérences et autres. Donc, ce qui a amené à cette expression-là, Sankara. Donc, Sankara est une fierté pour le continent. Si on avait pu avoir 2, 3, 4 Sankara, je crois que ça allait contribuer à améliorer ou à faire changer beaucoup de choses sur le continent africain. Cela dit, ce n'était pas un ange, parce que je ne suis pas en train... Il n'y a pas d'homme parfait. Absolument, il avait ses défauts, oui, bien sûr. Mais il aimait profondément son pays. Il vivait Burkina Faso, il respirait Burkina Faso, et il voulait que les populations burkinabées puissent vivre mieux, vivre bien. Et c'est ce qu'on attend des responsables politiques sur le continent. Voilà qui est bien dit. Je voudrais maintenant qu'on ouvre le gros chapitre consacré à ce livre-là que vous avez écrit. C'est du reste ce qui vous amène au pays des hommes intègres. Un titre assez évocateur, on pourrait le dire ainsi. L'Afrique n'a pas besoin de Poutine. Hein. Le titre en lui-même déjà est assez éloquent. Pourquoi d'abord ce titre-là? Mais c'est pour interpeller les consciences, oui. Puisqu'il y a une tendance comme ça sur le continent, tendance menée par des gens qui se réclament du panafricanisme et qui sont stipendiés par la Russie pour faire la propagande, pour lui permettre de rentrer et
d'apporter des méthodes qui sont détestables sur le continent. Qu'est-ce que la Russie apporte concrètement? C'est un Centrafricain qui parle, on aura le temps de développer tout ça. Alors déjà, de façon pragmatique, pour vous, l'intervention de Vladimir Poutine en Afrique, c'est de la néocolonisation? Mais c'est la néocolonisation. Et au-delà de la néocolonisation, c'est, comment on dit, c'est apporter le désordre. Parce qu'en réalité, le désordre, comme a dit le président Barack Obama de Poutine, est du pain béni pour lui. Hein, ça peut se révéler un don du ciel. Parce que chaque fois qu'il crée une situation de désordre quelque part dans le monde, ça permet à ce qu'on parle de lui. Et ça permet à ce qu'il se recentre, il se remet en tout cas au centre du débat géopolitique et géostratégie. Donc, il est dans cette stratégie-là de bouleverser les règles du jeu un peu partout. Du coup, quel est le qualificatif qui sied le plus pour Poutine selon vous? C'est un dictateur, un fou furieux, un égocentrique. C'est pas trop méchant de votre part? Pas du tout. Et je le pense vraiment. Alors, je voudrais qu'on continue de parler de ce livre. Vous avez dit, l'Afrique n'a pas besoin de Poutine. Clairement, pour vous, le continent africain doit se départir de toute nouvelle colonisation ou de toute nouvelle domination extérieure. Tout à fait. Je voudrais préciser que, en disant que l'Afrique n'a pas besoin de Poutine, je ne dis pas que l'Afrique aurait besoin de Macron ou de Joe Biden, parce que dans l'esprit des défenseurs... Vous mettez Poutine sur le même pied d'égalité que les autres puissances occidentales. En tout cas, Poutine défend ses intérêts. Mais il défend ses intérêts avec des méthodes détestables. Les autres puissances extérieures également, parce que ce ne sont pas des anges. Voyez-vous, je dis dans ce livre que l'image de la France a été étroitement liée aux tyrannies, aux dictatures et autres sur le continent africain. Donc, je ne défends pas Paris. Mais je dis également que nous ne pouvons pas nous inscrire dans, en tout cas suivre le comportement et les méthodes de Poutine. Qu'est-ce qui nous amène concrètement? La persécution des opposants, le bâillonnement. En tout cas, il veut que la presse soit bâillonnée, puisqu'il n'y a pas de presse indépendante et libre en Russie. Les opposants sont jetés en prison, je l'ai dit. Mais ces méthodes-là, nous ne les voulons pas sur le continent. Et c'est tout cela que vous caricaturez en poutinisme alors? Mais le poutinisme, si tant que cela existe, n'est qu'une adhésion à Vladimir Poutine. Donc c'est la propagation de la propagande russe. C'est ça le poutinisme. En réalité, c'est un poison. Et ce poison-là, nous ne le voulons pas sur notre continent. C'est un néologisme que vous avez créé, uniquement taillé sur mesure pour dénoncer les méthodes de Vladimir Poutine sur le continent africain. Absolument. Alors, si on reste toujours dans la dynamique de votre livre, beaucoup disent clairement que si la Centrafrique a une relative accalmie aujourd'hui, c'est grâce aux mercenaires russes de Wagner. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est la réalité sur le terrain? C'est parce que ces gens sont sous-informés ou mésinformés. En tout cas, ils sont tombés dans la propagande de la Russie. Et puisque la Russie répand un certain nombre de fake news. Malgré la présence des Russes, 60% du territoire centrafricain échappe au contrôle de l'État central. 60%? Au moins 60%. Il ne vous a pas échappé qu'il y a 48 heures, la ville de Bossangoa a été attaquée. Même si le gouvernement parle d'un aéronef qui serait venu et qui aurait bombardé, toujours est-il que c'est une action de la rébellion. On ne sait pas de quel groupe, mais les populations continuent de subir les groupes armés. Les populations continuent de subir l'insécurité. Donc, on se pose la question, quel est l'intérêt de faire venir de dangereux criminels, puisque Wagner ne recrute ses hommes que dans les prisons les plus dangereuses de la Russie? Donc quel est l'intérêt d'amener ces garçons qui ne sont pas des garçons de cœur dans notre pays pour peu de résultats? Mais beaucoup pensent que la relative accalmie de votre pays est liée à l'intervention des mercenaires russes. Pas du tout. Quel est leur impact aujourd'hui sur la situation centrafricaine, sur le plan sécuritaire surtout? Sur le plan sécuritaire, il n'y a aucun impact positif, puisque le contrôle des 40%, le contrôle des 40% par l'État centrafricain, ce sont des mercenaires qui les gèrent ou ce sont les soldats centrafricains qui font le travail ou la MINUSCA? En tout cas, selon
les propres terminologies du gouvernement, ce sont les soldats centrafricains avec l'appui des mercenaires de Wagner. Donc, pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, il n'y a pas d'apport déterminant de cette présence de mercenaires dans notre pays. Sinon, c'est pour, comment dire, gruger encore davantage le trésor public, puisque cette présence-là n'est pas gratis. Ce n'est pas pour notre beaux yeux que les Russes sont sur le continent. En tout cas, chez nous, c'est pas pour nous. Mais quels sont les accords, justement, on en parle, parce que c'est important. Quel est le partenariat qui lie la République centrafricaine aujourd'hui aux mercenaires russes de Wagner? C'est opaque. Vous ne connaissez absolument rien du contenu rien du de tout, ce rapport? Absolument rien. Cela relève du secret défense. Mais nous savons, enfin, selon les rumeurs, l'État centrafricain, en tout cas, verserait à Wagner quelques 10 milliards de CFA tous les mois et qu'il y aurait beaucoup d'arriérés. Parce que, justement, les caisses de l'État sont désespérément vides. Actuellement, en Centrafrique, est-ce qu'on paye les salaires régulièrement? Est-ce que votre pays arrive à tenir la route un peu économiquement parlant? Le pays est en récession. Puisque l'Union européenne, qui est le principal bailleur de fonds de la RCA, a coupé les ponts, a fermé les robinets. La France, qui intervenait et qui soutenait le budget national à hauteur de 20% en octroyant une aide directe, une aide budgétaire directe, a aussi suspendu son aide. Idem pour le FMI et la Banque mondiale, justement parce que le FMI reproche, en tout cas les institutions de Bretton Woods reprochent à l'État centrafricain d'avoir utilisé les droits de tirage qui ont été accordés dans le cadre des efforts de relance économique après la Covid-19 pour payer les mercenaires. Et cet argent-là ne devait pas aller vers ce chapitre-là. Donc, ils ont demandé des justificatifs au gouvernement centrafricain. Le gouvernement centrafricain était incapable de dire au FMI, à la Banque mondiale, qu'ils ont pris les sous pour payer leur allié Wagner. Est-ce que votre pays n'est pas pris en otage finalement par les puissances occidentales, entre les Russes et les autres finalement? On a l'impression que votre pays ne vous appartient pratiquement plus. En tout cas, le président Touadéra a les mains liées aujourd'hui. Il est l'otage de Wagner que des puissances, en tout cas que des États occidentaux. Parce que comment ça concrètement? Un État a le droit de choisir ses alliances. Mais lorsqu'un État va conclure un accord avec un groupe privé, et c'est le cas, la RCA a dealé avec Wagner. D'ailleurs, c'est pour ça que... Sur le dos des Centrafricains, parce que vous n'avez aucune connaissance des termes des accords. Mais c'est sur le dos des Centrafricains, parce que la priorité de Wagner, dès que ces Russes sont arrivés, c'était d'avoir des mines d'or et de diamants. La preuve, l'État centrafricain a exproprié une entreprise canadienne pour redonner ces mines à Wagner, les mines de Ndasima. Donc, en contrepartie de la présence de Wagner dans notre pays, on leur a attribué un certain nombre de mines d'or et de diamants. Et puis, n'oubliez surtout pas que le diamant noir, qui est encore appelé Carbonado, ne se trouve que dans 2 endroits au monde, en Centrafrique et au Brésil. Et chez nous, c'est dans les régions centres où sont déployés les mercenaires de Wagner. Donc, c'est pour cela que je dis, Wagner, en tout cas Poutine envoie ses chiens de guerre sur le continent que dans les pays où il y a l'or et le diamant. Donc pour vous, c'est une manière uniquement de venir piller les ressources de la République centrafricaine? Tout à fait. Est-ce qu'ils sont venus d'eux-mêmes? Est-ce que ce n'est pas votre élite politique aussi qui a demandé à Wagner de s'installer dans votre pays? Mais l'ironie du sort, c'est le président Macron qui a demandé au président Touadéra d'aller demander à la Russie, en tout cas à Vladimir Poutine, de lever ses réserves. Puisque, souvenez-vous, la France avait confisqué des armes entre les mains des pirates somaliens. Et ces armes, la France voulait
les donner à la République centrafricaine, compte tenu du fait que l'armée centrafricaine est sous embargo. Et cet embargo est toujours en vigueur. Et la Russie s'était opposée à ce que la France puisse donner ces armes-là à notre pays. Et Macron a demandé à Touadéra d'aller voir Poutine pour négocier de sorte que Poutine puisse permettre que le Conseil de sécurité autorise la France à donner les armes à la République centrafricaine. Et c'est en allant voir Poutine, puisque Poutine était dans une stratégie de venir sur le continent, c'est comme cela, en utilisant l'ONU pour faire lever, pour suspendre, en tout cas momentanément, les effets de cet embargo-là. Ils sont venus en disant ils sont venus former les soldats centrafricains, oui. Alors que donc la mission initiale n'a pas été respectée. Pas du tout, puisque entre-temps, ils ont proposé aux Centrafricains, à la partie centrafricaine, de passer un deal avec un groupe privé, celui de Prigogine. Parce que... Et depuis lors, finalement, la Centrafrique est aux mains de qui? Quel est l'impact aujourd'hui? Quel est le rôle exact que jouent les mercenaires russes du côté de la Centrafrique? Vous voulez dire, s'ils ne commettent pas des exactions, ils pillent les richesses. Vous savez, ils sont allés dans les régions... Ils ont ramené la quiétude à quel niveau? Parce que depuis qu'on parle... À Bangui. À Bangui, il y a la sécurité aujourd'hui. Il y a une relative sécurité. Grâce aux mercenaires russes. Absolument. Comment ils sécurisent justement la capitale Bangui? En tout cas, ils sécurisent le président de la République et puis ils font des patrouilles dans Bangui. Et c'est eux qui sont dans la garde rapprochée du président de la République actuellement en Centrafrique. Absolument. Et après ça, pour le reste du territoire, les rebelles et autres, ils n'aident pas à combattre la rébellion, les différentes rebelles. Il n'y a jamais eu d'affrontement direct entre les rebelles et les mercenaires russes. Il n'y a jamais eu d'affrontement, puisque les territoires qui ont été reconquis par ces mercenaires-là l'ont été sans combat. Quand ils sont arrivés, les rebelles se sont retirés. Donc entre les rébellions et puis les mercenaires, il n'y a jamais eu de combat. Oui. Il n'y a jamais eu d'affrontement direct. Oui. Et le nombre de ces mercenaires-là ne leur permet pas d'occuper des territoires. Parce que le tout n'est pas d'aller et de chasser les groupes armés. Encore faut-il y rester et se déployer, ratisser pour que la sécurité revienne. Mais lorsque on entre dans une ville et on se retire, eh bien, les groupes armés reviennent et occupent les territoires qu'ils occupaient. Donc, en gros, cette présence-là ne nous sert strictement à rien, pour parler de façon triviale. Que vaut l'armée centrafricaine si, aujourd'hui, ce sont les mercenaires qui font la sécurité du président Touadéra? Vous savez que, après le coup d'État du président Dioto Dia, en 2013, le 26 mars 2013 pour être plus précis, l'armée s'est effondrée. En tout cas, ce qui constituait l'armée centrafricaine s'est effondrée. Et cette armée-là a été soupçonnée de commettre des exactions sur les populations civiles. En tout cas, elle a fait partie d'une milice, souvenez-vous, anti-Balaka, qui s'en prenait aux musulmans, puisque entre-temps le conflit centrafricain est passé d'un conflit politique à un conflit interreligieux, et il y avait eu des affrontements intercommunautaires. Les anti-Balaka contre les Séléka. Les Séléka, oui. À majorité musulmane. Oui. Donc, on a accusé l'armée centrafricaine, en tout cas ce qui restait de l'armée centrafricaine, de soutenir les milices anti-Balaka. Nous sommes en 2013, ce que vous êtes en train de dire. Nous sommes en 2013 et en fin 2013, début 2014, le Conseil de sécurité des Nations Unies décrète un embargo sur les armes en direction de la République centrafricaine. Oui. Et cet embargo-là touche les forces armées centrafricaines. Donc, la rébellion, en prenant le pouvoir en 2013, s'est substituée à l'armée légaliste légale. Les nouvelles autorités, en arrivant, ne voulaient pas travailler avec l'armée qui servait les intérêts du général Bozizé. Ce qui fait que on parle des forces armées centrafricaines, mais en réalité, elles n'existent plus. Jusqu'à présent, elles n'existent plus. Elles n'existent plus. Et justement, le président Touadéra avait été élu
sur la promesse de reconstruire cette armée-là. Alors, on va revenir là-dessus parce qu'il y a trop de choses à dire sur les différents chefs d'État qui se sont succédés à la tête de la République centrafricaine. Faisons encore une escale sur votre livre qui est au cœur de votre déplacement sur le Burkina aujourd'hui. La question donc de l'Afrique n'a pas besoin de Poutine. Quand vous voyez un peu cette volonté manifeste dans d'autres pays de vouloir que les mercenaires russes arrivent ou encore que des contrats soient signés avec la Russie, peu importe, ça dépend de qui choisit son partenaire. Quelle est l'appréciation que vous en faites, notamment en Afrique de l'Ouest? En tout cas, c'est l'une des raisons de ma présence au Burkina Faso. Je viens mettre en garde mes compatriotes burkinabés que la solution à la crise sécuritaire ne viendra pas de la Russie de Poutine, encore moins de Wagner. Mais la solution à cette crise-là viendra des Burkinabés et exclusivement des Burkinabés. Ça, on le sait. Les Burkinabés se le disent régulièrement aussi, même si on sait qu'il y a des pro-russes aussi qui sont là, qui manifestent. Oui. Et moi, je suis sidéré de constater que des jeunes valides burkinabés manifestent avec le drapeau russe pour réclamer la présence russe au Burkina Faso. Je me dis, peut-être qu'ils ne savent pas la dangerosité de ces gens-là. Je vais vous raconter une histoire. Allez-y, on vous C'est écoute. l'histoire de Djamila. Djamila, c'est une jeune fille orpheline autiste dont le seul crime a été d'habiter dans la proximité d'une base de Wagner à la sortie sud de Bangui. Dans quel quartier exactement? Pour que l'histoire soit PK12. Au PK12. Au PK12. Oui. Donc, c'est la sortie nord de la capitale de la République centrafricaine où sont basés une partie des mercenaires russes. Cette jeune fille autiste va être violée à plusieurs reprises, enceintée, et pour masquer le fait qu'ils l'ont enceintée et qu'elle pourrait mettre au monde un individu du type caucasien, ils vont l'égorger, l'éventrer et prendre le fœtus dans son ventre. C'est quand même très grave comme accusation ce que vous êtes en train de faire. C'est odieux. Oui. Et cette histoire que je vous raconte est publique. Vous pouvez vérifier. C'est cela le visage. Oui, mais de pourquoi ces les gens. Centrafricains n'ont pas protesté contre justement les miliciens quand de telles atrocités ont été commises? Mais les Centrafricains aujourd'hui sont résignés parce qu'ils savent qu'en protestant, ils vont être tués. Parce que ces mercenaires-là utilisent la brutalité. Et ils ont montré un visage de bestialité jamais égalé dans ce pays. Ils font peur aux Centrafricains. C'est ça la vérité. Le peuple observe, mais le peuple a peur. Le peuple est paniqué. C'est pour ça qu'il n'y a pas de protestation. Mais ces populations n'en pensent pas moins. Ils n'en veulent plus. Parce qu'ils ne voient pas, elles ne voient pas, excusez-moi, l'intérêt de la présence de ces mercenaires sur le sol centrafricain. Mercenaires-là sur notre territoire. Donc Bangui leur appartient aujourd'hui, ils font des Bangui ce qu'ils veulent. Mais ils se comportent comme sur un territoire conquis. Hein, le conseiller en matière de sécurité du président Touadéra est comme un proconsul. Hein, c'est lui qui dicte la marche à suivre. C'est d'ailleurs pour ça que je dis qu'aujourd'hui, le président Touadéra est l'otage de la Russie. L'otage de la Russie, parlant de la Russie, vous ne vous limitez pas qu'à la Russie, parce que vous critiquez aussi l'échec de la politique française sur le continent africain. Pour quelqu'un qui regarde, il va se dire, mais peut-être que vous êtes dans la dynamique de défendre d'autres puissances contre la Russie éventuellement. Clairement, dans votre livre, vous dites aussi que la France aussi a échoué dans sa politique sur le continent africain, notamment dans son précaré qui a été colonisé. Tout à fait. Oui. Puisque je dis que le nom de la France a été étroitement lié, je l'ai dit en début d'émission, oui, aux dictatures, à la tyrannie sur le continent. Et je dis également que, en tout cas, je dénonce l'incapacité de la France à changer son logiciel dans ses rapports avec ses anciennes colonies. Ces rapports sont restés figés dans la logique d'avant les indépendances, de maître à esclave. Et il faut, c'est important de rappeler à nos compatriotes, parce que la propagande de Wagner surfe sur les griefs
que nous faisons à la France et surfe également sur, comment dire, notre tendance à épouser les querelles qui ne sont pas les nôtres. Donc, je dis que c'est depuis 1990-1994 qu'on note un abandon de l'Afrique par la France. D'abord par Édouard Balladur, ensuite Lionel Jospin et Hubert Védrine, qui considéraient les terres africaines comme des terres de corruption et qui disaient qu'il ne fallait rien faire avec ces terres-là, que ça ne pouvait pas leur apporter un gain politique. Donc la France a quelque part abandonné les pays de son... Est-ce que les pays aussi se sont assumés réellement? Parce qu'on chante les indépendances, mais véritablement indépendants, dépendants. On a l'impression que c'est ça la réalité dans les pays africains. Vous savez, moi, j'ai toujours dit que nous ne sommes pas les seuls peuples à être colonisés. D'autres peuples l'ont été, et puis se sont dégagés des tutelles et des dominations, pour ne prendre que l'exemple de la Chine. Pourquoi est-ce que nous passons notre temps à nous larmoyer, nous passons notre temps à pleurer sur notre sort, à faire un certain nombre de reproches à la France, sans chercher à nous dégager de cette tutelle-là? Donc la responsabilité des anciennes colonies aussi Mais notre responsabilité est vraiment à soulever. Parce que moi je dis, il nous appartient de faire des deals avec l'ensemble des partenaires. Mais on aurait tort de vouloir opposer Paris à Moscou ou Washington à Pékin. Il faut qu'on soit suffisamment intelligent pour choisir nos alliances. Et puis, et privilégier nos intérêts. Parce que si tout le monde vient chez nous pour s'enrichir et que nous restons pauvres, mais ce n'est pas le but du jeu. Alors, Adrien Poussou, pour vous, clairement, on peut avoir des partenariats, mais savoir choisir les partenariats, parce que c'est ce que vous développez dans votre livre, clairement. Tout à fait. Alors, du coup, moi, je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'en écrivant un livre sur Poutine, vous avez dit que Wagner, aujourd'hui, en Centrafrique, ce n'est pas évident. Est-ce que vous risquez votre vie? Est-ce que vous avez pris des risques énormes? En tout cas, j'ai reçu un certain nombre de menaces. Depuis que le livre est sorti? Depuis que le livre est sorti. Oui. Mais il y a des causes qui sont au-dessus de nos petites personnes. Et la défense des intérêts d'un État, en l'occurrence d'un continent, en tout cas de cette partie de l'Afrique, là, d'expression française, pour moi, est au-dessus de ma petite personne. Donc, malgré ces menaces de mort, malgré ces intimidations, malgré les tentatives de piratage de mes réseaux sociaux et autres, je garde le cap. Vous avez été à plusieurs reprises pisté à Bangui? J'ai eu le sentiment d'être suivi. D'ailleurs, cela m'a obligé à quitter le pays, puisque les Russes voulaient, en tout cas les mercenaires de Wagner voulaient ma peau. Figurez-vous, et je le raconte dans le livre, les 3 journalistes russes qui ont été tués, assassinés en Centrafrique en juillet 2018, je les ai reçus quelques jours avant leur assassinat. Ils s'étaient passés à Bangui FM, la modeste radio que je dirigeais, à cette époque-là, pour qu'on parle de la situation du pays et de la présence de Wagner en Centrafrique. Et puis, c'est à partir de leur assassinat que j'ai commencé à m'interroger sur l'intérêt de la présence russe chez nous. Et puis, donc les voix discordantes ne sont pas acceptées actuellement en Centrafrique, surtout quand on parle des mercenaires russes? Pas du tout. Pas du tout. Tous ceux qui critiquent les mercenaires russes chez nous sont considérés comme des hommes à abattre. Et ce livre-là, vous l'avez écrit malgré tous les risques et vous êtes prêt à subir, quel que soit ce qui va arriver, à continuer à propager votre document, hein? Quel que soit ce qui peut arriver, mais je vous révèle que je ne peux plus retourner dans mon pays. Est-ce qu'on vous empêche de rentrer chez vous? On m'empêche de rentrer chez moi. On m'empêche de rentrer chez moi. Depuis quand on vous a notifié que vous ne pouvez plus rentrer chez vous? Mais cela va faire 2 ans, puisqu'on a refusé de me délivrer un passeport ordinaire. Donc, là, quand vous demandez, c'est à quel niveau qu'on vous le refuse? J'ai fait au moins 3 demandes de passeport ordinaire, hein, même si j'ai également droit à un passeport diplomatique, du fait des anciennes fonctions que j'ai eu à occuper, mais j'ai demandé un simple passeport ordinaire qui m'a été refusé.
Et du coup, comment votre famille prend tout cela et comment vous êtes en contact avec votre famille qui est restée du côté de la Centrafrique? C'est difficile, notamment pour ma mère, de ne pas voir son fils, mais elle arrive à comprendre que les causes que nous défendons sont supérieures à la simple volonté ou à l'envie d'une mère d'avoir son fils à côté de lui. Donc, elle m'encourage à continuer le combat. Est-ce que c'est votre écrit là surtout qui vous distance de votre pays? C'est surtout ma position anti ou considérée comme anti-russe par le pouvoir. Et à Bangui, avant de partir, à tout moment, vous avez toujours dénoncé la présence des Russes sur le sol centrafricain. Tout à fait. Mais à Bangui, lorsque je me réveillais, je m'interrogeais tous les matins si j'allais rentrer chez moi auprès de mes enfants ou me retrouver à la morgue ou à l'hôpital. Parce que j'étais susceptible d'être agressé à tout moment. À tout moment. Du fait simplement de mes prises de position. C'est d'ailleurs pour ça que je dis que nous n'avons pas besoin de Poutine. Parce que on ne fait que parler. Et il faut, dans cette vie-là, il faut respecter les points de vue, les opinions des autres, même si on n'est pas d'accord. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que je disais à un ami, je préfère être dans un pays où on peut être opposant, s'exprimer librement, où on peut être journaliste. La liberté n'a pas de prix, hein, clairement, il faut le dire. Mais justement. Aujourd'hui, vous vivez où, dans quel pays, clairement? Aujourd'hui, je suis au Canada. Et là, vous avez des avantages. Est-ce que vous êtes un exilé politique au Canada? Pas du tout. Et quel est le statut que vous avez au Canada aujourd'hui? En tout cas, je suis au Canada. Sans statut? Je suis au Canada sans statut. Et quel est le passeport que vous utilisez pour voyager? Vous vous doutez bien que mes anciennes fonctions m'ont permis d'avoir un certain nombre d'amis dans un certain nombre de pays. C'est un passeport africain ou... Ça reste un passeport africain. D'un pays qui vous a accepté? Tout à fait. On continue l'émission avec vous. Je voudrais qu'on ouvre un gros chapitre consacré à votre pays, la Centrafrique, même si vous n'y êtes plus depuis 2 ans. Est-ce que la Centrafrique est un pays finalement maudit? Non, pas du tout. Un pays n'est jamais maudit. Mais la Centrafrique est malade de ses fils. C'est véritablement une question d'homme. On a rarement eu à la tête du pays des leaders véritablement patriotes, visionnaires, qui ont agi en défendant les intérêts supérieurs de la nation. En tout cas, qui ont placé les intérêts supérieurs de la nation au-dessus de leurs propres intérêts. Comment vous expliquez un pays comme la Centrafrique? Quand on parle de la Centrafrique, ce qu'on entend partout, c'est un pays immensement riche. C'est quoi la richesse aujourd'hui de ce petit pays en Afrique centrale qui fait l'objet de toutes les convoitises? Mais on a l'or, le diamant, le coltan, le pétrole, même si ce n'est pas exploité. On a presque tout, hein. Et on a la pluie en abondance, on a des terres à non point fini. Pour 623 000 km², il y a à peine 5 millions d'âmes. Donc la densité de la population au kilomètre carré, c'est de 1,2. Donc vous voyez, il y a de l'espace, c'est un paradis sur Terre. Malheureusement, on n'a pas les hommes pour fixer un cap, pour transformer toutes ces potentialités ou ces richesses potentielles en de richesses concrètes pour que la ménagère puisse bouillir la marmite et que l'enfant qui naît en Centrafrique puisse se dire que c'est une chance de naître dans ce pays-là. Parce que Dieu nous a richement bénis, pour utiliser une expression des évangéliques sur le continent. Voilà qui est clair, et on a des problèmes de gouvernance dans ce pays. Je voudrais qu'on fasse maintenant un point sur les différentes fonctions que vous avez occupées de par le passé. Vous avez été fait ministre de la communication chargé de la réconciliation nationale à 32 ans. C'était dans les années 2014, avec l'ancien président Michel Djotoja. Alors, un putschiste que vous avez décidé d'accompagner, comment vous expliquez cette situation-là? C'est aussi simple, hein. Vous savez,
quand j'ai été nommé ministre, j'étais à l'étranger. J'étais encore journaliste, d'ailleurs. Et c'est lui qui vous a fait appel Il a su jouer sur, sur mes fibres patriotiques en disant « C'est bien beau de rester à l'étranger, de critiquer ce qui se fait dans votre pays, mais c'est mieux de venir apporter votre contribution, votre pierre à l'édifice. » Et il m'a invité à Bangui. Quand je suis arrivé à Bangui, ce que j'ai vu m'a inspiré de la préoccupation. J'ai vu un chef d'État qui était très mal entouré et j'ai vu la présence d'un certain nombre d'étrangers. Alors je me suis dit, si nous, Centrafricains, nous abandonnons notre pays entre deux mains peu expertes, eh bien demain on n'aura plus de pays et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et je suis reparti en France puisque je vivais en France à cette époque. Et puis il m'a fait la proposition déjà à Bangui de rentrer au pour être ministre. Est-ce que vous avez posé des conditions particulières au président Diotoja? Aucune condition. Aucune condition. Simplement, j'ai demandé à avoir les mains libres pour apporter ma contribution à la réconciliation. Puisque je l'ai évoqué sur votre plateau, les affrontements interethniques qu'il y avait. On parle de environ 1000 morts. Est-ce que vous avez pu réconcilier justement les Centrafricains? Parce qu'on a l'impression que ça n'a pas été une tâche facile. À 32 ans, est-ce que les gens vous écoutaient? Est-ce que vous avez eu la carapace nécessaire pour jouer pleinement votre rôle? Les gens étaient sensibles à mon discours et à l'approche que je proposais. Parce que je disais qu'il faut nécessairement reconnaître les victimes dans leur position de victime et amener les bourreaux à répondre de leurs actes, donc lutter contre l'impunité, puisque ce pays connaît des soubresauts de façon cyclique à cause du sentiment d'impunité d'un certain nombre de gens, mais cela ne suffisait pas. J'ai milité pour la mise en place d'un fonds d'indemnisation des victimes, même si, entre-temps, quand on m'a relevé, la personne qui m'a succédé n'a pas suivi. Est-ce que la question numéraire aurait pu servir éventuellement à apaiser les tensions sociales en Centrafrique? Mais vous savez, une personne qui perd des biens, qui perd des êtres chers, peut-être l'enfant qui vendait au marché pour nourrir la famille, peut-être le seul baobab de la famille, lorsque ces personnes sont tuées, mais elles laissent un vide incommensurable. Comment on compense? On ne peut pas demander à cette personne de pardonner son voisin qui a tué son fils au nom de la réconciliation. On ne peut pas faire de la réconciliation à pas forcer. Mais est-ce que de vengeance en vengeance, nos États finissent par trouver le compromis utile pour aller de l'avant? On ne peut pas trouver de compromis utile dans les vengeances, puisque la vengeance n'engendre que la vengeance. Donc, il faut que la justice passe, mais la justice ne suffit pas, de mon point de vue. Il faut compenser la perte d'un être cher, d'un emploi, d'un bien matériel, avec des espèces sonnantes et trébuchantes. En tant que ministre de la Communication chargée des questions de réconciliation nationale, est-ce que vous avez eu à rencontrer les familles de ces différentes victimes et quels étaient les messages que les uns et les autres ont prononcés devant vous? Mais c'est une partie de ces messages-là qui m'a permis de concevoir ce plan dont je viens de vous exposer. Moi, ce que je faisais systématiquement, j'allais dans les quartiers. D'ailleurs, j'ai évité à plusieurs reprises d'être lynché, j'étais attaqué. Ah, vous n'étiez pas le bienvenu dans certains quartiers de Bangui? Dans certains quartiers, parce que dans le gouvernement de transition et autres, mais le message était clair. Il fallait sensibiliser la population centrafricaine, il fallait amener les Centrafricains à apprendre, à revivre ensemble, parce que on n'a que cette terre-là de la République centrafricaine en partage. Donc cela a été ma priorité. Et puis j'ai œuvré modestement pour réconcilier les gens
Mais encore une fois, on ne peut pas décréter la réconciliation. Vous avez échoué avec le président finalement Djotoja parce que vous avez été contraint à la démission. Lui et le Premier ministre Shanghai, ils sont tous partis. Avec vous aussi, il faut le dire clairement, par la communauté économique des États d'Afrique centrale. Comment vous avez vécu justement ce sommet de N'Djamena qui a mis fin à votre pouvoir avec Djotoja? Personnellement, c'était un soulagement. Un soulagement puisque vous venez de le dire, nous avons échoué, même si l'échec est à mettre sur le compte du président de l'époque. Vous étiez son ministre tout de même. Je ne m'occupais pas de la sécurité. Mais vous étiez de son gouvernement. Je ne m'occupais pas de la sécurité ni de Vous la étiez défense. dans son équipe, vous étiez dans son Mais équipe. par solidarité gouvernementale, oui, j'ai une partie de responsabilité, ne serait-ce qu'en tant que centrafricain, j'ai une partie de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et là, je parle de responsabilité collective. Donc, ça a été un soulagement et en même temps, une raison en tout cas, un soulagement et une frustration. À la fois soulagement et à la fois frustration. Soulagement parce que nous avons espéré, et avec le président qui a accepté de remettre son tablier. Est-ce qu'il a manqué de leadership, le président Djotoja, pour la transition en Centrafrique? On ne peut pas dire qu'il a manqué de leadership. Peut-être qu'il a manqué de... En tout cas, il n'a pas mené la bonne politique. C'est aussi simple que cela. Mais il avait la volonté. Il n'a pas pu... en tout cas, la mayonnaise n'a pas prise. Et puis, il n'a pas eu le temps. Le temps lui a fait défaut. Bon, on l'a contraint à la démission à l'étranger. Ça, c'est le principal motif de frustration. Parce que c'est le sommet de N'Djamena, finalement, qui a consacré on a même fait déplacer le Conseil national de transition qui faisait office de parlement de transition à N'Djamena dans l'optique d'élire le nouveau président de la transition. Heureusement que cela ne s'est pas fait, parce que ça allait constituer en tout cas un désaveu pour le peuple centrafricain. Un désaveu pour le peuple et puis une déchéance totale pour l'élite centrafricaine, heureusement. Et pour la fierté nationale, c'est pas terrible. Le président Djotoja qui est parti, c'est la dame, Madame Catherine Panza. Sama Panza. Oui, qui a remplacé donc le président Djotoja. Avec laquelle j'ai travaillé. Oui, vous avez accepté de travailler avec elle. Ouais. Finalement, comment ça s'est passé? Vous êtes passé d'un président à un autre. Oui, parce que Madame Catherine Sama Panza, en arrivant aux affaires et en disant qu'elle était une mère de la nation, représentait un espoir, un grand espoir. Et elle vous a reçu en aparté pour vous proposer de continuer votre mission? Pour la réconciliation. Oui. C'était un devoir de continuer cette mission-là. C'était un devoir de l'aider, en tout cas d'essayer de réconcilier les Centrafricains. Si on n'avait pas travaillé à cette époque-là, si on n'avait pas su maintenir un semblant d'État, parce que l'État avait failli, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on ne parlerait plus de la République centrafricaine. C'est parce qu'il y a eu les régimes de transition, notamment, c'est parce qu'il y a eu l'effort de Mme Sama Panza pour l'élection de l'actuel pouvoir. Est-ce que la dame, finalement, c'est son statut qui l'avait aidé? Est-ce qu'on la voyait vraiment comme une mère? Ça a plaidé en sa faveur pour pouvoir diriger la République centrafricaine, cicatriser les blessures? En tout cas, son statut de femme a été pour beaucoup dans son élection. Et puis, même si elle venait de la société civile, et c'est là la principale difficulté qu'elle pouvait avoir, puisque la crise était politique. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la crise étant politique, il faut un politicien. Mais vous avez travaillé avec une dame qui était issue de la société civile. Oui. Mais elle a pu quand même gérer la transition. Est-ce qu'elle n'a même pas fait mieux que le président Djotoja, finalement? Il faut laisser cette responsabilité-là aux historiens. Ayant été acteur, ayant travaillé pour les deux, je ne peux pas, en tout cas je ne suis pas la personne indiquée pour faire un jugement de valeur. Mais restons toujours sur la présidente Samba. Elle a fini par vous virer de son gouvernement. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle vous a appelé pour vous dire que vous n'étiez pas finalement compétent pour le poste? En tout cas, à cette époque-là, j'étais ministre conseiller spécial du Premier ministre et j'étais en mission en France, d'ailleurs pour faire la promotion d'un film documentaire que j'avais consacré à Catherine Sama Panza,
Un livre que vous avez écrit sur elle, hein? Un film documentaire. Un film documentaire, oui. Oui, Catherine Samapanza, le parcours d'une combattante. Et je me trouvais encore à Paris quand j'ai été viré. Mais j'ai été viré parce que je disais publiquement, officiellement, que la transition n'avait pas vocation à s'éterniser. Que le rôle de la transition était d'organiser les élections assez rapidement pour confier le pouvoir à un président démocratiquement élu qui aura la légitimité nécessaire de ramener la paix et la sécurité. Est-ce qu'en disant cela, vous vous attendiez effectivement à ce qu'on vous démette de votre fonction de ministre conseiller spécial? Je m'attendais à ce que des gens puissent grincer des dents au sein de la transition. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'il y avait un certain nombre de gens au sein de l'équipe gouvernementale qui voulaient s'éterniser, qui voulaient faire durer le plaisir. Donc en disant cela, je représentais... en tout cas, je me mettais en dehors de... Est-ce que la présidente pour qui vous avez fait un film, vous a appelé pour vous dire « Jeune homme, je ne peux plus continuer à travailler avec vous ». En tout cas, j'ai été viré. Sans préavis? Sans préavis. Et c'est en France que vous avez appris que vous avez été chassé de votre poste de ministre? Tout à fait. Et depuis lors, quelle a été votre attitude? Mais je suis rentré en Centrafrique. J'ai d'ailleurs adressé une lettre de remerciement au Premier ministre pour m'avoir appelé à ses côtés, pour m'avoir maintenu dans l'équipe gouvernementale. Et puis, j'ai repris ma première passion, le journalisme, puisque j'étais journaliste. On m'a appelé à une mission. La mission s'étant achevée, je suis redevenu journaliste. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé Bangui FM, dont le slogan est la radio des gens. C'est pour donner la parole à tout le monde. Et vous n'avez pas eu la chance de revoir la dame jusqu'à la fin de la transition? Elle m'a reçu. Elle m'a reçu quand j'étais rentré à Bangui. On a parlé. Quelle a été l'explication qu'on vous a donnée ce jour-là? Je n'ai reçu aucune explication. Sans aucune explication? Je n'ai reçu aucune explication. Et quand elle vous a reçu, vous avez parlé de quoi finalement? On a parlé de la situation du pays, on a parlé des perspectives. Elle ne vous a pas fait d'autres propositions? Vous savez... Il n'y a pas eu d'autres propositions du genre, on veut vous nommer ambassadeur quelque part pour vous récompenser pour même si on me l'avait proposé, je ne vous le dirai pas, mais je suis de ceux qui pensent, comme le général de Gaulle, que la seule certitude qu'on a en entrant dans un gouvernement, c'est d'en sortir. Donc c'est une mission. Nous sommes 4-5 millions de Centrafricains. On vous a confié une mission. Si ceux qui vous ont confié cette mission estimaient que vous n'êtes plus l'homme de la situation, eh ben, ils peuvent vous mettre dehors. Alors, on reste toujours sur la Centrafrique. Vous avez écrit aussi sur l'actuel président centrafricain. Apparemment, vous ne le gouvernez même pas du tout, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous a fait, le président Touadéra? Pas du tout. Ce n'est pas un problème personnel. En réalité, je ne connais pas le président Touadéra. Je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas... Vous avez sorti un livre intitulé clairement, hein, je vous donne le titre de ce document aussi, parce que ce n'est pas le seul livre sur Poutine que vous avez écrit. Vous avez dit donc la vraie réalité donc, de la République centrafricaine, parce qu'il était venu avec 3 missions essentielles, la réconciliation, l'autorité de l'État et remettre le pays au travail, et tout cela n'a pas été accompli. Il a lamentablement échoué. Et dans l'histoire de notre pays, des 20 dernières années, c'était le seul président universitaire en ses grades, professeur de mathématiques. Et continue, dirais, de donner des cours dans les universités. Cela relève de la propagande. Un chef d'État n'a pas le temps, n'a pas ce loisir-là. C'est peut-être la passion aussi de son métier d'enseignant. Mais les fonctions de président de la République sont incompatibles avec les autres fonctions. Oui. Parce qu'un président doit être président H24, à 100%. Vous êtes à la tête d'un pays de 5 millions d'âmes, c'est que vous avez 5 millions de problèmes à résoudre. Donc vous n'avez pas le temps d'aller faire le folklore à l'université de Bangui en disant que vous enseignez. Mais là n'est pas le véritable problème. Quels sont les principaux griefs que vous avez contre le président Touadéra aujourd'hui? Justement, j'en viens. Le président Touadéra, lorsqu'il a été élu, des 20 dernières années, c'était le seul chef d'État qui venait du monde universitaire. Et puis, les autres leaders s'étaient mis derrière lui.
Et il avait d'ailleurs proposé ce qu'il a appelé l'union sacrée. Malheureusement, il n'a pas su mettre un contenu dans l'union sacrée. Et il est tombé dans les mêmes travers qu'on a reproché aux autres chefs d'État, c'est-à-dire s'entourer d'une coterie clanique et tribale. Et du coup, ça l'a isolé. Il n'a pas réussi, vous l'avez dit, à ramener la sécurité. Il n'a pas réussi à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Et puis, il n'a pas su relancer l'économie du pays. Vous savez, lorsque le président Touadéra a été élu, j'avais pris la résolution de suivre comme du lait au feu ses faits et gestes. Je tenais une chronique quotidienne sur Bangui FM afin d'expliquer à la population ce qui se passait dans le pays. Et ce sont ces chroniques-là que je les ai rassemblées et que j'ai publiées, radioscopie d'une présidence désastreuse, parce que justement la présidence... Et quand ce livre est sorti, quelle a été la réaction de la présidence centrafricaine? Mais mal. Elle n'a pas du tout aimé? Pas du tout. Et il y a même des exemplaires du livre qui ont été confisqués à l'aéroport parce que on a interdit leur diffusion dans le pays. Est-ce que vous avez subi des menaces dès que vous avez sorti ce livre sur Touadéra? À partir du moment où les Russes sont arrivés, j'ai commencé à subir les menaces. Donc je vous parle de 2018. Or, le livre est sorti en 2020. Donc les menaces se sont doublées. Voilà qui est clair, on continue toujours. La Centrafrique, ce sont des anciens présidents qui ont marqué le continent à leur manière, pas forcément sur le bon terrain. Je veux qu'on montre un exemple. L'empereur Jean Bédel Bokassa. Vous êtes centrafricain, quand vous voyez cette image-là, quel est le sentiment que cela vous donne? J'ai honte. J'ai honte parce que Bokassa fut un fantasque mégalomane qui s'est couronné empereur est-ce que les malheurs du peuple, est-ce que les malheurs du peuple centrafricain n'ont pas commencé avec Bokassa? Non, il est venu les amplifier. Oui. Les malheurs du peuple centrafricain ont commencé avec David Dacko, qui ne devait pas succéder à Barthélemy Boganda parce qu'il n'avait pas les moyens, on va dire, intellectuels pour remplacer Barthélemy Boganda. Et Bokassa n'a pas fait mieux non plus. Bokassa n'a pas fait mieux. Oui. Kolingba non plus. Et pour la petite histoire, Bokassa a été remplacé par Dacko. Oui. À la suite d'un coup d'État perpétré par la France. On a ramené Dacko dans un transal pour remplacer Bokassa. Et après, il y a eu le président Kolingba et tout cela. Mais moi, je dis que c'était une autre époque. Oui. Après, il y a eu la démocratie. La démocratie avec le président Patassé, on aurait pu espérer... Ange Félix Patassé. Ange Félix Patassé. Oui. On aurait pu espérer que l'avènement de la démocratie allait mettre un terme aux souffrances et aux désolations. Mais le peuple centrafricain qui continue de souffrir, quelles sont les perspectives pour ce pays et ce peuple finalement, sur le plan démocratique, des libertés et de bonne gouvernance? Je n'en vois pas. Vous êtes si pessimiste à ce point-là? Je n'en vois pas. Et Dieu sait que ma nature est optimiste. Vous êtes au Canada aujourd'hui. Est-ce que vous allez rentrer dans votre pays malgré tous les risques que vous encourez? Si j'avais un passeport en bonne et due forme, je serais déjà rentré dans mon pays. Pour continuer la lutte sur les médias ou avec les engagements politiques? On aime mieux que je sois. Moi, je me suis mis en dehors de la politique depuis 2015, depuis que j'ai été viré du gouvernement. J'ai pris une sorte de mise à disponibilité de la politique. Je ne m'occupe que de mes médias. Donc, je fais mon boulot de journaliste et d'analyste. Et c'est ce boulot-là qui dérange. Et c'est ce qui... en tout cas, cela a suivi l'arrivée des Russes. Et c'est ce qui est arrivé au Mali. Et je prie pour que cela n'arrive pas au Burkina Faso. Parce qu'aujourd'hui, la presse burkinabé est respectée un peu partout en Afrique et à travers le monde. Il y a encore une presse indépendante dans ce pays et il faut qu'elle reste indépendante. C'est ma prière. Le combat pour la liberté de la presse au Burkina a toujours été un combat mené depuis 1998, pour la petite histoire, avec notre confrère Norbert Zongo qui avait été assassiné. Et depuis lors, les journalistes burkinabés ne badinent pas avec leur liberté. Alors, je veux qu'on termine l'émission avec
un président actuel, c'est celui de la République démocratique du Congo. Vous avez fait un livre sur lui aussi. Ainsi parle le président Félix Tshisekedi. Il est en difficulté avec le M23, des problèmes de rébellion, encore une fois de plus, dans ce pays. Est-ce que vous avez eu à rencontrer le président Tshisekedi? Mais pour préparer le livre, parce qu'au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu, elle s'est faite Dieu. Un homme ne vaut que par sa parole. Et c'est tout le sens de ce livre-là, c'était de mettre en perspective tout ce que le président Tshisekedi a eu à dire et de rappeler à ses compatriotes ce qu'il a dit et ce qu'il a eu à faire. Entre ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, est-ce que ses compatriotes se reconnaissaient dedans? Bon, aujourd'hui, le drame qui se passe en République démocratique du Congo devait interpeller tous les Africains. Voilà un pays immensément riche, on parle de scandale géologique qui peine à restaurer ou à ramener la sécurité dans sa partie est, là où il y a énormément de richesses. Énormément de richesses. Oui. Et cette insécurité est entretenue par un pays africain. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est le Rwanda qui entretient les rébellions à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un soutien. On a l'impression de Tshisekedi qui parlait. Je ne soutiens pas le président Tshisekedi. Je parle de faits. Et mon point de vue est désintéressé. Je ne suis pas congolais. Donc, et je ne suis pas rwandais non plus. Mais je constate simplement, avec le secrétaire général des Nations Unies, que le M23 dispose d'un armement moderne. Puisque Antonio Guterres a dit que le M23 a les armes d'une armée moderne. Ils ont trouvé ces armes-là où? En sachant qu'il y a un embargo sur les armes qui frappent les groupes armés, aussi l'armée congolaise. Mais il a fallu leur donner... Il y a eu un bailleur, quelqu'un. Le continent africain face à ses responsabilités. Il y a des initiatives qui ont été entreprises. On a vu le Kenya qui mène la médiation. Est-ce que vous espérez que finalement la paix reviendra dans l'est de la République démocratique du Congo? C'est ma prière. Et tous les Africains devaient aider la République démocratique du Congo à retrouver la paix, la stabilité. Il y va de la paix sur le continent africain. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Je vous souhaite éventuellement un bon retour chez vous en Centrafrique. Espérons que vous allez avoir donc votre passeport. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Oui. Et prions pour que le Burkina Faso puisse également s'en sortir. Parce que moi, je suis panafricain. Donc, je suis chez moi un peu partout en Afrique. En me retrouvant aujourd'hui à Ouagadougou, je suis chez moi. C'est d'ailleurs pour cela que je souhaite que le président Ibrahim Traoré, c'est vrai que je suis un peu plus âgé que lui, mais il est de ma génération. Il faut qu'il puisse réussir. S'il réussit, ça va aider les jeunes africains à ne plus faire l'objet de procès en immaturité. On va désormais nous faire confiance, hein, pour nous confier un certain nombre de responsabilités, oui. Et le continent va avancer. Donc ma prière, c'est qu'il puisse réussir. Vivement la paix sur le continent africain. Merci à vous, M. Adrien Poussou. Je vous souhaite un bon retour. Et puis, revenez chez vous quand vous voulez. C'est votre pays, le Burkina Faso. Merci. Adrien Poussou, il est auteur de plusieurs œuvres sur le continent africain. Le dernier en date, c'est celui-là. C'est celle-là, bien sûr, cette œuvre-là. L'Afrique n'a pas besoin de Poutine. Contre le poutinisme, un poison pour le continent africain. C'est un peu osé parce que vous avez les pro-Poutine qui n'aimeraient pas du tout entendre la critique, alors que la vérité, elle peut venir de toutes les bouches, comme on le dit très souvent. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Burkina Info Télévision. Merci de m'avoir reçu. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, nous avons une pensée pieuse pour nos amis centrafricains aussi qui nous regardent. Nous souhaitons également la paix chez vous, la paix chez nous, la paix au Mali, la paix au Niger, un peu partout en République démocratique du Congo, en Somalie et partout dans le monde où il y a des insécurités. Nous souhaitons le retour de la paix. Comme nous le disons, c'est notre formule à nous. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.